avoir ma ferme, être autonome et surtout vivre de l'agriculture. Depuis longtemps, c'est mon projet et je pense aussi que c'est le tien. Donc, dans cette vidéo, je vais t'énoncer 7 principes pour mettre en place un projet agricole, peu importe où tu te trouves en Afrique. Donc, sans plus tarder, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Wenpanga Rod Daryl Konkobo. Je suis un jeune entrepreneur investisseur originaire de la ville de Sia, à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guirico, au Burkina Faso. J'évolue plus dans le domaine agricole. Sur cette chaîne, on parle de success story, on parle de mon parcours, on parle de ce que je fais et on parle aussi de ce que les autres font parce qu'il faut s'inspirer des meilleurs pour devenir l'un des meilleurs. Donc n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu parce que ça m'encourage à continuer. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner parce que nous envoyons 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Donc on y va. Première étape, trouver le terrain. C'est l'étape la plus essentielle parce qu'on ne peut pas lancer un projet agricole sans terrain. On ne peut pas lancer un projet agricole si on n'a pas de superficie ou cultiver. On va aller sur un projet simple. Je vais vous parler juste en matière de 1 hectare. 1 hectare, pas beaucoup. Donc, la plupart d'entre nous, quand nous cherchons des terrains, quand nous voulons acquérir des terrains, la première étape, c'est d'abord de demander aux parents s'ils ont des terrains ou bien si la famille possède des terrains et tout. Mais majoritairement, ceux qui n'en ont pas, ils vont aller chercher sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, ils vont tomber sur des démarcheurs. Majoritairement, ces démarcheurs-là, peut-être même ils ne connaissent pas le coin où se situe le champ. Ils ne savent pas où ça se situe. C'est quand tu vas vouloir acheter qu'ils vont t'amener là-bas avec le gars qui connaît le champ. Tu vois? Donc, ce que moi je peux vous conseiller pour ceux qui n'ont pas de champ, pour ceux qui n'ont pas de propriété familiale et tout et qui ne veulent pas se tracasser, il faut vous déplacer, aller dans l'endroit que vous voulez, compte tenu de votre disponibilité, de la région où vous êtes. Par exemple, si tu es à Bobo, tu peux viser les coins comme Kiri, Léguéma et autres, Awara, pareil, les alentours de la ville, en fonction de ta disponibilité. Et quand tu vas là-bas, c'est mieux de commencer à causer avec les locaux, c'est-à-dire les personnes qui sont directement dans la zone. Comme ça, eux, ils pourront te dire en fonction de ce que tu veux. Par exemple, tu arrives, tu dis, toi, tu veux un terrain, toi, tu veux cultiver ça. Au fur et à mesure, les gens sont réceptifs. Ils vont finir par te dire, ah, il y a un monsieur là-bas qui a dit qu'il vend un terrain. Il y a un monsieur là-bas qui a dit qu'il vend un terrain. Cela te permettra d'avoir un terrain à moindre coût et pouvoir lancer les procédures pour faire les papiers plus facilement. Parce que tu ne vas pas passer par quelqu'un qui va passer par quelqu'un qui va passer par quelqu'un pour te trouver un terrain. Non, c'est toi et le propriétaire. Majoritairement, toi, le propriétaire, le chef de terre, un agent de la mairie, c'est bouclé. Tu vois? Donc, première étape, se trouver un terrain. Étape 2, la disponibilité de l'eau. Tout d'abord, même si tu te trouves un champ, tu peux te trouver un champ, mais il faut d'abord savoir en matière d'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, il ne peut rien pousser là-bas. Il faut se renseigner sur la pluviométrie, s'il y a un forage, s'il y a un puits et tout. Prenons un exemple où il y a déjà un puits, même si le puits il est tari. C'est plus facile de faire venir les gens qui creusent les puits et de leur demander d'augmenter la profondeur de ton puits parce qu'on sait s'il y a un puits là-bas, c'est qu'il y a de l'eau qui était là-bas. Ici, on creuse un peu plus profondément, on peut trouver de l'eau. C'est plus facile de faire comme ça que d'appeler les gens, ils vont venir faire les recherches. Par exemple, si c'est les gars qui font les forages qui doivent venir faire les recherches, ça peut aller jusqu'à 100 000 francs. Vous voyez, non? Mais s'il y a déjà un puits qui est là, c'est un gros avantage parce que même si le puits il est tari, c'est plus facile de juste appeler les gens qui creusent les puits, ils vont te facturer le mètre de profondeur et ils vont creuser, ils vont trouver de l'eau parce que c'est plus sûr de faire comme ça parce qu'il y a déjà de l'eau en bas. Il y avait déjà de l'eau, mais si on creuse plus profondément, on peut trouver de l'eau. Donc, après avoir acquis ton champ, il te faut trouver de l'eau. Trouve de l'eau, soit un forage, soit un puits, ou bien le plus cool, ce serait d'avoir un cours d'eau périn, c'est-à-dire être juste à proximité d'un barrage ou bien d'un fleuve, d'un affluent qui ne
tarit pas durant la saison des pluies. Parce que ça évite de dépenser beaucoup. Parce que si vous avez un cours d'eau juste à côté, vous pouvez juste mettre une motopompe dans le cours d'eau et envoyer l'eau dans votre champ. Donc, étape numéro 2, l'eau. Bon, on devait mettre ça en deuxième partie, mais on va mettre ça en troisième partie, la topographie. Oui, la topographie, c'est très, très, très important parce que l'important, ce n'est pas d'avoir un terrain. L'important, ce n'est pas de trouver une zone pour cultiver. L'important, c'est d'avoir un terrain qui répond aux normes culturelles. Prenons au Burkina, on est plus sur des zones plates à légèrement inclinées, donc on ne peut pas se plaindre. Mais pour mes camarades et mes amis qui sont dans les zones où il y a des montagnes et autres, la plupart du temps, quand vous avez un terrain escarpé, c'est très très difficile d'envoyer les tracteurs là-bas. Et c'est très difficile de cultiver. Vous pouvez faire des cultures en pente, c'est-à-dire étage par étage, comme les Chinois le font avec le riz, le blé et autres. Mais c'est très budgétivore. Donc, les terrains plats à légèrement inclinés, parce que mon terrain il est légèrement incliné, l'eau vient du sud et descend vers le nord. Vous voyez, non? L'eau vient du sud, ça descend du sud vers le nord. Donc, c'est comme ça dans mon champ. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile de gérer. Et mes amis qui ont les terrains très pentus, c'est-à-dire pentus, et il y a une cuvette. Ceux qui ont les terrains genre comme ça, ou bien les terrains juste avec une cuvette dans un coin. Et ça, c'est un peu compliqué parce que certes, on peut cultiver dedans, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Majoritairement, c'est des bas-fonds. On peut cultiver du riz, du blé, les plantes qui aiment l'eau et tout, mais pour faire une exploitation avec genre le maïs et autres, ça va être un peu compliqué. Donc la topographie, c'est très important. Aussi, les terrains, parce que chez moi, j'ai presque 1 hectare qui est totalement inexploitable pour le moment. Quand je vais avoir les moyens, je vais rendre ça exploitable parce que c'est une partie où il y a beaucoup de cailloux sauvages. Donc, ça aussi, ça compte. Quand vous allez dans un coin, ne prenez pas les coins là où il y a les cailloux sauvages parce que c'est très difficile de les enlever. Parce que souvent, c'est juste un petit truc. Mais en bas, c'est des mètres de profondeur que le truc là, il a pris. Vous voyez, non? Donc, la topographie, c'est très important. Quatrième point à retenir, c'est l'exposition au soleil. Au Burkina, ici, là, on n'a pas de problème d'exposition au soleil, on n'a pas de problème de tout ça. Parce que au Burkina, on peut tabler facile 300 jours d'ensoleillement dans l'année. 300, léger. C'est-à-dire, sur 365 jours, on a 300 jours dans l'année où le soleil s'est levé entre 5h et 6h et s'est couché entre 18h et 19h. C'est-à-dire, full ensoleillement. Ça, au Burkina, on peut le faire. Mais il y a des zones où, comment je pourrais vous expliquer, il y a des grands arbres. Vous voyez, non? Si toi, tu as une exploitation qui se trouve dans des zones où, juste du côté est ou du côté ouest, il y a des grands arbres. C'est-à-dire, quand le soleil arrive à une certaine heure, quand une certaine heure arrive, le soleil cache. Et le soleil est caché par les grands arbres. L'exposition au soleil n'arrive pas, soit très tôt, soit ne continue pas jusqu'au coucher du soleil sur tes plants. Ça peut réduire ton rendement. Ceux aussi qui sont dans les zones où il y a les collines, les montagnes, où par exemple ton champ est là et juste du côté est ou du côté ouest de ton champ, il y a il y a une colline. Ton exposition au soleil peut être réduite. Et une exposition au soleil réduite peut entraîner une baisse de rendement. Ceux qui sont dans les serres ne connaissent pas ce problème parce qu'eux, ils gèrent tout de leur côté. Ils peuvent mettre ce qu'on appelle un système artificiel d'éclairage artificiel avec des lampes UV. Mais pour nous autres qui cultivons directement dehors avec les bénédictions des ancêtres, je pense qu'une exposition au soleil, c'est bien. Donc, quand vous choisissez votre terrain, il faut le prendre dans un coin où le soleil peut au moins éclairer une bonne partie de la journée, même si l'exposition n'est pas totalement là jusqu'à la fin. Prenez des terrains où il y a le soleil, parce que c'est la base. Il faut de l'eau, il faut du soleil. Le point suivant et pas le moindre, c'est l'accessibilité de votre terrain. Par exemple, si on prend le cas de moi, mon terrain, il est full accessible. C'est-à-dire, on peut aller là-bas en vélo, en moto, en voiture, en tracteur, carré. Et c'est vrai, il n'est pas au bord du goudron, il n'est pas au bord de la voie communale.
mais il est à l'intérieur. Je suis à environ 1,5 à 2 km à vol d'oiseau de la voie communale. Mais on peut venir chez moi à tracteur. Si vous prenez des terrains, quand vous allez pour acheter votre terrain, il faut y aller de telle sorte, il faut y aller prendre un terrain de telle sorte que sur ce terrain-là, peu importe le moyen que vous allez utiliser pour y accéder, le terrain soit accessible. Parce que si le terrain n'est pas accessible, vos acheteurs ne pourront pas venir pour directement prendre vos champs. Par exemple, si vous faites de la maraîchiculture, majoritairement dans ma région, à Bobo ici, ce que moi je vois, c'est que c'est les acheteurs, les grossistes qui viennent vos champs pour acheter ce que les producteurs maraîchers produisent. Voyez, non? Donc, si ton champ n'est pas accessible, tes acheteurs ne pourront pas venir au champ pour acheter. Et si ton champ n'est pas accessible non plus, tu ne pourras pas envoyer de tracteur, tu ne pourras pas envoyer de camion, tu ne pourras pas envoyer des machines et tout pour pouvoir travailler pour toi. Parce que tout se loue. Quand tu vas vouloir cultiver, labourer, faire l'égrenage et tout, c'est les machines qui viennent. Si tu n'as pas ça directement dans ton champ, il faut que tu loues leur service. Donc, s'ils doivent venir et que ton champ n'est pas accessible, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, un champ accessible, ça, c'est la base. Le 6e point que nous devons prendre en compte, c'est l'environnement autour de ton champ. Quand tu fais l'acquisition d'un champ, il faut savoir ce qu'on fait autour de toi. Il faut faire des enquêtes et tout. Parce que pour les gens qui font l'agriculture conventionnelle, bon, il n'y a pas de problème. Ceux qui font l'agriculture conventionnelle, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui font le bio et qui veulent faire du full bio, c'est-à-dire eux veulent aller en culture où ils vont utiliser juste des pesticides biologiques, uniquement du fumier, uniquement de la fiente et tout, qui veulent faire du bio pour vendre. Je pense que quand vous allez vouloir acquérir un terrain, il faut aller sur Google Maps ou bien sur une autre application qui fait genre ça, qui te donne une vue d'ensemble. Tu vas dans le champ, quand tu vas vouloir faire ça, tu vas dans le champ, tu places un repère. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai placé un repère dans ma ferme. Et quand tu rentres à la maison, tu peux maintenant aller sur Google Maps avec là où tu as placé le repère. Tu viens, tu regardes autour de toi. Par exemple, autour de moi, ma ferme, tout le monde fait à peu près la même chose. Il n'y a pas de maraîchiculteur et tout, donc ça va. Mais dans le cas où toi, tu veux faire, par exemple, des tomates biologiques, c'est-à-dire des tomates où tu vas utiliser des pesticides bio, des semences bio, uniquement du fumier, juste bio, et que un de tes voisins ou quelqu'un autour de chez toi fait la même chose que toi, mais lui va en agriculture conventionnelle. Il suffit juste que le sens du vent tourne. Je vous raconte une anecdote concernant ce genre de problème. Au Burkina ici, il y a des ONG qui achètent les trucs, le sésame. Ils achètent le sésame. Mais ils préfèrent le sésame bio, c'est-à-dire le sésame où on n'a pas utilisé les produits tels que Dramoxol, les cols, les produits chimiques. Tout a été fait. Le sarclage, il est mécanique. Ils ont mis du fumier. C'est à côté de ma ferme. Et quand eux, ils ont fait ça, vu que moi, sur mon maïs, j'allais sur du conventionnel. Et même sur mon soja et tout, j'allais sur du conventionnel parce que c'est mieux pour moi, je fais du conventionnel. Peut-être après, je ferai du bio, mais pour le moment, je suis en agriculture conventionnelle. Et vu que moi, je faisais du conventionnel et que son voisin direct aussi faisait du conventionnel, il a produit en bio. Et même quand il produisait, quand il faisait les traitements et tout, il y a des gens qui se baladent dans la brousse, qui peuvent vérifier, c'est des percepteurs et des précepteurs même, ils se baladent pour voir ce que leurs fournisseurs produisent, ce que les fournisseurs font. Et il venait, il partait regarder dans son champ et tout, il produisait en bio, tout le monde a vu, il produisait en bio. Maintenant, au niveau de la récolte, quand on a voulu récolter, son produit a été refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des traces de pesticides dedans. Son produit a été refusé. Donc, il devrait vendre son tournesol, et je dis son sésame, non pas comme sésame bio, mais comme sésame conventionnel.
Or que nous savons tous que produire en conventionnel coûte plus cher et produire en bio coûte plus cher que produire en conventionnel. Vous voyez, non? Donc, si autour de toi, les gens font du conventionnel, il suffit juste que le vent tourne pour prendre tous les produits chimiques que nous, on a utilisés pour venir mettre dans son champ. Vous voyez, non? Donc, quand tu prends un champ, il faut faire les recherches. Si autour de toi, on fait des trucs bio, vas-y pour le bio, tu vois. Mais si c'est conventionnel, il faut prendre tes précautions. Soit tu mets une serre, soit voilà. Mais il faut prendre tes précautions. Maintenant que tu as ton champ, qu'il est accessible, bien exposé au soleil, que tes voisins ils sont pas gênants, que tu as de l'eau ou pas, ou que tu sais comment avoir de l'eau et que tout va bien. Maintenant, il faut mettre en place un plan d'aménagement. Le plan d'aménagement, ce n'est pas forcément d'aller chercher des grillages, des barbelés, non. Ton plan d'aménagement dépend de ce que tu veux cultiver dans ton champ. Par exemple, si tu veux faire de la maraîchiculture, c'est mieux de grillager. C'est-à-dire, tu mets un grillage sur la superficie et tout. Ça, c'est bien. Ça empêche les animaux de rentrer dans ton champ. Mais dans le cadre où tu veux faire juste de la culture durant la saison des pluies, je pense que tu peux utiliser des eucalyptus que tu vas planter autour de la superficie et tout. Ça va pouvoir te permettre de délimiter ta surface exploitable et tout, et de pouvoir savoir jusqu'où va ton champ sans pouvoir empiéter chez quelqu'un ou que quelqu'un vienne empiéter chez toi. Si on prend l'exemple simplement, mon champ, c'est juste des eucalyptus, on a mis autour. Donc ça va, moi c'est comme ça, moi j'ai fait. Mais dans le cadre où tu veux faire de la culture maraîchère, tu peux utiliser du grillage. Ou bien, j'ai vu sur la chaîne je fais un shout-out, Monsieur Tadagwe Valère Wansou, un homme très très admirable, il m'a inspiré beaucoup. Ouais. Il faisait la promotion d'une plante qui permet de clôturer son champ. J'avais vu ça m'a intéressé beaucoup, mais je n'ai pas trop prêté attention parce que moi, mon champ il est déjà clôturé. Quand je vais vouloir me lancer dans la culture maraîchère, je vais mettre du grillage là où je vais faire de la maraîchiculture. C'est comme ça que je veux procéder. Vous voyez? Et aussi, l'aménagement dépend réellement de ce que tu veux faire. Si tu veux produire tout le temps, mieux vaut fermer pour empêcher les animaux de rentrer et bouffer ce que tu produis. Tu fermes et tu produis dessus. C'est ça qui est mieux. Aussi les amis, c'est vrai qu'il faut aménager le champ, il faut clôturer, il faut faire tout. Mais si tu as clôturé, même si tu as mis des murs, il y a un point à prendre en compte, la sécurité. La sécurité, c'est pas simplement prendre un gardien et déposer, non. La sécurité, c'est tout d'abord la zone. Si dans la zone où tu es, les gens sont plus aptes à venir voler, tu n'es pas en sécurité. Même si tu prends un gardien, peut-être ton gardien même, c'est lui qui envoie les gars venir voler. Tu vois? Donc, c'est mieux, quand tu vas prendre un terrain, c'est mieux de chercher des zones où les gens sont plus reconnus pour leur valeur que pour le vol. Tu vois? Et quand on dit sécurité, certes, il faut mettre un gardien. Ça, c'est pas à négliger. Si tu n'es pas sur place, il faut chercher quelqu'un qui va être sur place. Pas forcément un gardien, ça peut être quelqu'un qui travaille pour toi. Ça peut être des gens qui sont là. Par exemple, dans les fermes, moi j'ai vu, il n'y a pas de gardien, mais il y a des jeunes qui sont là pour travailler. Leur travail, c'est de surveiller et de gérer l'exploitation. Ça, tu peux le faire. Si, par exemple, tu es occupé, il suffit de trouver des bonnes personnes et de les envoyer. C'est très difficile, mais il y a des professionnels aussi. C'est pas de la... Même quand tu fais de l'agriculture, il faut professionnaliser ton secteur, il faut professionnaliser ce que tu fais. Et ça va le faire, c'est comme ça. Le point suivant, c'est savoir quoi planter. Pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui cherchent plus une activité, comment on peut appeler ça? Pas un cash flow rapide, mais plus une source de sécurité de revenus, je vous conseillerais plus d'investir dans les vergers. Je vous explique. On n'a pas dit d'aller planter 1000 hectares. On a dit on va prendre 1 hectare. Quand on dit de vous concentrer sur les vergers, on peut prendre 1 hectare.
Prenons dans le cas où tu as pris 1 hectare et que toi, tu sais que tu ne peux pas faire du jardinage ou des choses comme ça, vu compte tenu de ta disponibilité, du fait que tu travailles. Pas les gens comme nous qui voulons nous mettre dedans à 100%, mais les gens qui ont ça comme projet. Tu peux juste faire un verger. C'est-à-dire un verger de papaye. Ça prend 8 à 9 mois pour commencer à produire. Ça produit pendant 2, 3, 4 ans. Verger de banane. Verger d'anacarde, ça prend plus de temps avant de commencer à produire, mais c'est très lucratif. Tu peux faire des vergers. Et quand tu fais des vergers, tu peux planter au milieu. C'est-à-dire, quand tu prends par exemple une superficie de 1 hectare, tu peux faire un verger de papaye, un verger de banane, un verger de ce que tu veux. Et en attendant la rentabilité de ton champ, tu peux faire de la culture en saison des pluies. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de cultiver H24, mais vu que tu as tes plants qui sont là, durant la saison des pluies, tu peux cultiver ce que tu veux, vu que tu as déjà de l'eau, vu que tu utilises de l'eau pour faire ton verger. Et durant la saison des pluies, tu peux cultiver même du blé. Entre les plants, tu peux cultiver ça. Donc, planter des arbres, c'est très, très important. Si tu as une très grande superficie, comme ce que moi j'ai, il faut mettre un verger. Parce que j'ai dit j'irai sur 10 hectares cette année. 10 hectares, c'est gigantesque. Hein, parce que mon champ, il est divisé en blocs. Et quand j'ai fait le calcul, c'est pas les dépenses qui font peur, c'est plus la main-d'œuvre. Parce que tu peux avoir 100 millions pour faire un projet agricole. S'il n'y a personne pour traiter là, c'est compliqué. Donc, si tu plantes des arbres, si c'est pas au moment de la récolte, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu envoies juste 2-3 personnes ou une personne pour gérer ton exploitation. Planter des arbres, c'est important. Et aussi, l'agriculture s'accompagne de l'élevage, les amis. Tu ne peux pas cultiver, tu ne peux pas faire des vergers si tu ne fais pas d'élevage. Peu importe ce que tu élèves, que ce soit les mouches soldats noirs, que ce soit les poissons, les abeilles, les escargots, les agoutis. Quand tu fais l'agriculture, il faut élever quelque chose. C'est fort aussi. Parce que ça te donne un circuit cyclique. Tu vois. Donc, la nourriture produite sur le champ, tu peux nourrir tes animaux avec les résidus, ou bien les fans, ou bien le broyat, parce que quand on broie, il y a le son, par exemple, quand on égrène le maïs, il y a du son qui sort. Tu peux prendre ça nourrir. Quand tu vends ton maïs, tu peux nourrir les animaux avec les feuilles et autres, tout ce qui reste, tu peux les nourrir avec. Tu vois? Donc, quand tu fais l'agriculture, il faut faire de l'élevage. Même si tu as planté, il faut faire un petit bâtiment. Tu vas élever quelque chose. Même si c'est des agoutis. Agoutis aussi. Je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire une vidéo sur comment faire 1 milliard avec les agoutis. Oui, parce que tout le monde parle en termes de milliards. Moi aussi, je vais commencer à en parler en termes de milliards. 1 milliard avec les agoutis. C'est un plan très lucratif. Je vais vous en parler plus tard. Mais il faut élever. Quand vous faites de l'agriculture, il faut élever. Élever beaucoup. Et parce que l'élevage plus l'agriculture égale à ferme intégrée. Ferme intégrée égale à beaucoup d'argent. Bon les amis, je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous avez le nécessaire pour pouvoir lancer un projet agricole et être rentable. Même s'il y a plusieurs cadres techniques à prendre en compte, c'est le global que je vous ai donné. Aussi, je compte vous dire, pour ceux qui sont dans la région, dans la zone de Bobo et qui veulent faire de l'agriculture, durant cette saison pluvieuse, je vais louer des hectares dans mon exploitation. Donc, si vous êtes intéressé, vous laissez un commentaire, vous laissez votre numéro, je vais vous contacter et tout. Et aussi, pour ceux qui pensent qu'il y a des choses que je n'ai pas citées, il y a des choses que je n'ai pas, que je devrais ajouter, les commentaires sont là. Vous pouvez commenter, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. À plus tard. Cheers.